Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la review de WrestleMania 17. Alors petite précision, alors à la base c'était pas ce show là que je devais chroniquer, c'était plutôt Vengeance 2011, donc qui sera ma prochaine review au final, c'est pas vraiment très grave. Pourquoi en fait j'ai inversé les deux shows, c'est très simple, en fait il y a une vidéo que je veux faire depuis un bon moment, mais pour ça il faut que je me remate WrestleMania 17, donc du coup j'ai privilégié WrestleMania 17 à Vengeance 2011. En même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut vraiment blâmer? Je ne pense pas. Donc, c'est pas vraiment très grave, c'est juste que voilà, je me suis permis d'avancer la review de WrestleMania 17 avant celle de Vengeance 2011. Donc voilà, comme ça, je pourrais faire la vidéo que je souhaite faire. Voilà. Écoutez, ben, je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Au passage que je n'avais pas revu depuis très longtemps, donc ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Donc, alors c'était un pay-per-view qui s'est tenu le 1er mai 2001, donc c'était à Houston, Texas, donc c'était à l'Astrodome, devant 67 925 spectateurs, donc c'est une très bonne influence forcément. Et le thème de ce WrestleMania, c'est My Way de Limp Bizkit. Euh, Il y a beaucoup de thèmes musicaux de WrestleMania que j'aime bien, même de pay-per-view hein, que j'aime bien, mais My Way reste le thème musical préféré que la WWE ait utilisé pour un de ses pay-per-view. J'adore, je surkiffe ce groupe, ce thème, et je pense que vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas ce thème, allez l'écouter, c'est un superbe son. Voilà, j'adore ce thème musical et j'adore Limp Bizkit, vive Limp Bizkit. Malheureusement, on n'est pas prêt de revoir du Limp Bizkit en thème de pay-per-view. Pour la petite anecdote, le chanteur du groupe, hein, Fred Durst, euh, en fait, avait fait un fuck à la caméra, je crois, c'était à SummerSlam 2012, si je me souviens bien. Et depuis, la WWE le censure, enfin en tout cas, ils ne veulent plus être associés à lui, du coup, il avait dit qu'en gros, c'était bien regrettable. Et donc, voilà, pour la petite anecdote qui n'a rien à voir avec le pay-per-view. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer par le premier match de la soirée. Donc, l'opener, c'était pour le championnat intercontinental. Le champion Chris Jericho défendait son titre donc intercontinental face à William Regal. Alors, la durée du match. Donc, le match a duré 7 minutes, donc c'est pas très long. C'est pas non plus une mauvaise durée, mais c'est vrai que 7 minutes, c'est pas très très long. Alors, mon avis pour ce match, bah écoutez, je trouve qu'on a plutôt bien commencé la soirée. A noter que j'ai pas précisé, il y a 11 matchs pour ce WrestleMania. Donc, alors, Jericho contre Regal pour commencer la soirée, j'ai trouvé que c'était un bon petit match pour lancer le pay-per-view. A noter que la fin du match est un peu bizarre puisque Jericho a conservé avec un Lion Salt. Donc, c'est vrai que c'est quand même bizarre. C'est vrai que Jericho, on est plus habitué à avoir utilisé le Lion Salt comme un petit peu un coup spécial. Et on le voit presque, enfin, on le voit même jamais finir un match sur cette prise. Donc c'est vrai qu'à l'époque, et c'est ça que je regrette un peu, c'est vrai qu'à l'époque, les prises de finition, sauf pour le main event, j'y reviendrai plus tard, je trouve qu'à l'époque, les prises de finition étaient beaucoup plus crédibles. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin de faire 3 fois leur prise de finition pour finir un match. À l'époque, voilà, les mecs sortaient leur finisher, c'était presque fini à chaque fois. Et c'est vrai que d'un côté, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que ça m'a quand même surpris de voir Jericho remporter le match sur un Lion Salt au final. On a également Regal qui avait tenté son Regal Stretch. Finalement, Jericho a été chercher les cordes. Sinon, voilà, bah écoutez, c'était un bon petit match pour commencer la soirée. J'aurais préféré qu'il dure un peu plus longtemps. Je pense que ce match-là aurait mérité plus de temps. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le match en lui-même. Donc j'ai mis 6,5 sur 10, donc c'est plutôt une bonne note pour commencer la soirée. Alors ensuite, le deuxième match de la soirée, c'est l'un des 3 points noirs du pay-per-view. Donc c'était un 6-man tag team match. D'un côté, on avait Taz et la APA, donc Bradshaw et Farouk, face à la Right to Censor. Alors, à noter que j'avais totalement oublié ce thème musical. Je pense que Right to Censor, si on devait faire un top 10 des 10 pires thèmes musicaux pour des superstars ou pour des groupes de catcheurs, eh bien, le thème de Right to Censor y figure parce que ce thème est vraiment voilà, j'ai saigné des oreilles, hein, grosso merdo, pour vous raconter mon avis sur le thème. Voilà, c'est un peu comme, c'est un peu une sonnerie en fait, mais genre ça rend vraiment mal et c'était surtout très très nul. Bref, on n'est pas là pour parler de musique. Alors mon avis sur le match, bah, alors déjà, enfin surtout ça en fait, le gros défaut du match. Le rythme était bon, hein, mais le match a duré 3 minutes 53 pour être précis. Donc forcément, ça a pénalisé la note finale du match. J'ai envie de vous dire, heureusement que le rythme était là et que le match est pas mauvais, sinon je pense que la note aurait pu être vraiment mauvaise. Euh,
Le truc, bah, honnêtement, voilà, je vais me répéter, mais il y avait vraiment un bon rythme, il n'y avait aucun temps mort. Les prises s'enchaînaient, les catcheurs rentraient, enfin vraiment très très bon rythme en tout cas, là-dessus j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que le match a été beaucoup trop court. Et donc pour le résultat final, on a Bradshaw qui a porté sa close line from hell sur le Godfather, donc pour la victoire de Taz et de la APA. Je vais pas rester plus longtemps sur ce match, j'ai rien d'autre à dire. Et pour la note, j'ai décidé de mettre 5 sur 10. Je me suis trouvé même un peu généreux, c'est vrai que 4 minutes de match c'est vraiment trop court. Mais c'est vrai que quand même il y avait un bon rythme et donc ça m'a aidé à relever la note du match. On ne perd pas de temps et on continue avec le troisième match de la soirée. Donc c'était pour le titre hardcore. On avait le champion Raven qui mettait son titre en jeu face à Kane et le Big Show. Alors le match a duré 9 minutes 20, donc c'est une bonne durée. C'est un match que je connais par cœur, honnêtement c'est un match que je trouve vraiment très très fun à voir. Je vous invite à aller le voir, c'est vraiment un match bien fun. Euh, donc en fait, il n'y a pas eu de temps mort et ils n'ont pas perdu de temps, c'est-à-dire que dès le début du match, bah, les gars se mettent sur la gueule et vont directement dans le public pour ensuite aller en backstage. Donc de là, on a eu notamment Raven qui a passé à travers une vitre. On a Kane et le Big Show qui se sont tous les deux qui ont tous les deux traversé un mur. À un moment, ça m'a fait rire parce qu'en fait, il y avait un petit peu un genre de grillage, ce qui fait qu'en fait, le Big Show a mis Raven et l'arbitre dedans. Il s'est enfermé en fait, a fermé l'enclos avec un cadenas, mais en fait, Kane a pété la porte d'une facilité déconcertante, quoi. Donc ça m'a fait quand même rire. Ensuite, on a eu une mini course poursuite entre le Big Show, Kane et Raven avec un petit peu des voitures de sécurité. Ça m'a fait quand même bien rire aussi, ça c'était bien marrant. C'était vraiment un match vraiment bien fun à regarder. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été diverti. Voilà, donc le titre hardcore a été défendu dans un match hardcore, ça me semble logique. Moi, ça m'a fait en tout cas bien rire. Il était bien fun ce match. Le seul vraiment gros défaut de ce match pour moi, c'est que c'est un match hardcore. Que voilà, les mecs ils traversent des murs, ils traversent des vitres, mais il n'y a pas de sang. C'est le seul défaut pour moi de ce match. Sinon, c'était vraiment un match très agréable à suivre. Donc finalement on arrive à la fin du match. Donc en fait les trois quittent les backstage et reviennent sur la rampe d'entrée des catcheurs. Finalement on a le Big Show qui porte Raven en military press. Finalement on a Kane qui met un big boot sur le Big Show, ce qui fait que les deux, donc Raven et le Big Show, tombent dans le décor. Donc en fait il y avait une genre de grande caisse près de la rampe d'entrée. Finalement Kane fait un leg drop du haut du stage sur le Big Show pour le tombé final. Donc nouveau champion hardcore, le Big Red Machine Kane. Dédicace à Jérôme Kane fan, ça a dû lui faire plaisir. Sinon, note à part, c'était vraiment un match bien sympa. C'est vrai que pour moi, ça a quand même manqué un peu de violence. C'était un match vraiment fun quand même. La stipulation a été respectée, j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, on arrive au quatrième match de la soirée, c'était pour le championnat européen. D'un côté, on avait Test, le champion, paix à son âme d'ailleurs, face à un autre catcheur qui est décédé, paix à son âme également, Eddie Guerrero. Alors le match a duré 8 minutes 30, donc c'est une bonne durée, mais toujours pas de match qui dépasse les 10 minutes, l'air de rien. Mais bon, enfin 8 minutes 30, on va dire que ça va quand même. Donc c'était vraiment deux oppositions de style, hein. On avait la puissance de Test, le Test qui faisait près de 2 mètres si je me souviens bien, face à Eddie Guerrero qui a un style luchador et beaucoup plus petit au final. Finalement, alors la construction du match, on a Eddie Guerrero qui a fait un petit travail sur la jambe de Test, qui a notamment porté un single leg Boston Crab. Finalement, Test a réussi voilà, Test a résisté. On a également, ça j'ai oublié de le préciser, on avait Perry Saturn qui accompagnait Eddie Guerrero pour son match et qui donc pendant à plusieurs occasions en fait s'est permis d'intervenir pour Eddie Guerrero en frappant Test dans le dos de l'arbitre. Donc là je vais revenir à la fin du match. Finalement, donc en fait à la fin on a Dean Malenko qui sort de nulle part et qui donc arrive près du ring. Donc pendant que Malenko arrive, donc on a Test qui fait le tomber sur Eddie Guerrero. Finalement donc Malenko retire l'arbitre. Finalement, pendant que l'arbitre était occupé avec Malenko, on a Perry Saturn qui donne le titre européen à Eddie Guerrero. Eddie Guerrero frappe Test avec pour faire le tomber victorieux. Donc victoire de Eddie Guerrero qui devient le nouveau champion européen. Donc on avait déjà 2 changements de titre en seulement 4 matchs. Donc quand même, l'air de rien, ça fait quand même pas mal. Sinon, donc voilà, c'est vrai que c'est une vraie victoire de cheater. C'est une victoire à la Guerrero de toute façon. Donc c'est
une victoire qui le caractérise totalement. Donc de toute façon je vais pas à me plaindre et puis je trouve que ça a quand même été plutôt bien amené. Donc c'était un match bien fun encore une fois. Pas un match exceptionnel mais c'était un bon petit match quand même, donc j'ai mis 7 sur 10. Ensuite le prochain match, là c'était l'une des affiches un petit peu de ce WrestleMania. Bon, c'était pas l'affiche principale mais c'était quand même une affiche qui était je pense attendue par pas mal de fans. Donc c'était deux des catcheurs les plus techniques de l'histoire de la WWE, Kurt Angle face à Chris Benoit. Match de 14 minutes, donc là enfin on a une vraie bonne durée pour un match. Donc j'ai noté qu'au début du match c'était un match vraiment très technique, ça ressemblait vraiment à un vrai match de lutte quoi. Ça ressemblait pas du catch, c'était vraiment de la lutte. Les deux essayaient de se, comme on dit, out-wrestle. Finalement c'est Benoit qui a réussi à prendre l'avantage. On a un moment on a eu une tentative de ankle lock de la part de Chris Benoit sur Kurt Angle. Et on a également eu une tentative de crippler crossface de Kurt Angle sur Chris Benoit, donc ça j'ai trouvé ça assez fun quand même. On a quand même eu du très très bon dans le ring, honnêtement c'est le style de catch des deux que j'aime beaucoup. C'est des catcheurs qui sont basés sur la technique, qui sont basés sur les souplexes, donc j'aime beaucoup ce genre de catch au final. On a eu à un moment un moonsault de Kurt Angle, finalement il s'est pris les genoux de Chris Benoit dans la face. Ensuite on a Benoit qui monte sur la troisième corde et qui tente le diving headbutt du haut de la troisième corde. Donc finalement ensuite on a eu du German suplex, enfin, vraiment c'était un match très agréable à suivre. À un moment j'ai oublié de le préciser également, on a eu un crippler crossface de Chris Benoit sur Kurt Angle. Finalement l'arbitre était sonné, donc finalement le match a continué. Et finalement limite juste après, on a Kurt Angle qui a réussi à faire le petit paquet victorieux en tirant le pantalon de Chris Benoit pour la victoire. Un petit peu, on va le dire, une petite victoire à la mise. Voilà, c'était vraiment une victoire comme le Miz a pu nous faire. Voilà, une petite victoire d'opportuniste de la part de Kurt Angle. Donc face à Chris Benoit. Donc c'était vraiment un très très bon match. Technique, puissant, enfin vraiment genre de catch que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux catcheurs, j'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai pas mis 10 mais c'était vraiment un excellent match, j'ai mis 9 sur 10 pour ce match. Ensuite on va arriver avec le deuxième point noir de ce pay-per-view, c'était pour le Women's Championship. Donc c'était Ivory qui était la championne face à Chyna, encore une fois paix à son âme. Donc alors pourquoi c'est un point noir? En fait c'était un squash, le match a duré 2 minutes 40, donc moins de 3 minutes. En fait, dès le début de match, on a Ivory qui a mis un gros coup de ceinture dans la tête de Chyna, qui a essayé de prendre l'avantage sur Chyna. Finalement, Chyna a rapidement repris le dessus en fait sur Ivory et qui s'est limite mais amusé avec et qui a fini le match en portant un military press. J'ai quand même été étonné que Chyna gagne avec un military press. C'est vraiment une prise. C'est pas une prise de finition quoi. Après, c'est vrai que la chute était haute parce que voilà, Chyna était quand même grande par rapport aux autres femmes de l'époque. Mais après, voilà, de là à gagner le match avec un military press, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Donc Chyna qui devient la nouvelle Women's Champion, donc encore un changement de titre pour ce pay-per-view. On est déjà à 3 changements de titre, l'air de rien. Sinon, voilà, c'est un match qui aurait pu être bon, je pense. Malheureusement, le match a été un squash, donc je peux pas mettre une bonne note, je suis désolé. J'ai décidé de mettre 2,5 sur 10. Voilà, et honnêtement, je me trouve peut-être même gentil. Enfin, honnêtement, voilà, je suis désolé, mais je peux pas mettre la moyenne à ça. Enfin, j'aurais bien voulu, hein. Mais c'est à cause de ce genre de match que la moyenne du pay-per-view a baissé. C'est bien dommage. Donc voilà, nouvelle Women's Champion, Chyna. Ensuite, le prochain match, c'était encore une fois l'une des affiches de ce pay-per-view, puisque c'était les McMahon qui se déchiraient. D'un côté, on avait le WCW Honor Shane McMahon et de l'autre côté le WWF Honor Vince McMahon. A noter que l'arbitre spécial c'était Mick Foley et que la stipulation de ce match c'était un street fight. Donc déjà la durée est très bonne, le match a duré 20 minutes, donc là on a une très bonne durée. Donc à noter quand même que la stipulation a été quand même respectée, on a eu les chaises, des candlesticks, on a également eu une utilisation de fils, des câbles de caméra pour essayer d'étrangler son adversaire, on a eu des poubelles de sortie. Donc à noter qu'on a eu une tentative de diving elbow drop de Shane sur Vince sur la table des commentateurs. Finalement Stéphanie qui était pour son père, hein, elle avait d'ailleurs une veste Daddy's Girl ou je sais plus quoi, qui a tiré en fait Vince au dernier moment. Du coup Shane a fait une lourde chute sur la table des commentateurs.
finalement, donc en plein milieu du match, on a Trish Stratus qui ramène Linda McMahon qui était sur un fauteuil roulant. Linda McMahon qui était totalement figée, qui ne bougeait plus. Alors je ne sais plus exactement pourquoi d'ailleurs l'origine de ça, pourquoi est-ce qu'elle était immobile comme ça. J'aimerais bien que des gens qui suivaient peut-être à l'époque ou qui sont plus renseignés que moi pourraient peut-être m'indiquer. C'est vrai que je ne sais pas vraiment. Je crois qu'elle était... Alors là attention, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais je crois que dans la storyline elle se faisait un petit peu droguer par Vince ou une connerie comme ça. Je sais qu'il y avait une question d'instance de divorce de la part de Vince. Mais honnêtement, je ne sais plus vraiment la raison pour laquelle Linda ne bougeait plus sur sa chaise roulante. En tout cas, c'était assez drôle quand même. Donc, à noter qu'après, ensuite, on a eu une fight entre Stephanie et Trish Stratus. Finalement, en fait, on a Stephanie qui s'est fait chasser en fait du ringside par Trish. On a également Mick Foley qui les a rejoints ensuite. En gros, ce match, c'était vraiment de l'overbooking. On s'est beaucoup plaint de l'overbooking qu'on a pu avoir entre Roman Reigns et AJ Styles à Payback. Honnêtement, là, ils ont été largement battus, parce que ce match, c'était vraiment de l'overbooking à son paroxysme. Donc finalement, je vais revenir à la fin, parce qu'honnêtement, ce match, c'était un gros bordel. Donc ensuite, à la fin, on a Linda McMahon qui a été placée au passage dans le ring par Vince. On avait également Vince qui disait, en gros, t'es une bitch. Bon, je trouvais ça quand même assez moyen, surtout que c'est sa femme quand même. Donc finalement, à la fin, on avait en fait Shane qui était placé dans le ring. On a Vince qui voulait le taper avec une poubelle, si je me souviens bien. Et d'un coup, on a Linda qui arrive à se lever de sa chaise. On a Shane qui lui indique que quelqu'un est derrière lui. Il se retourne, il voit sa femme debout, donc il fait une tête pas possible. Allumer un coup de pied dans les parties intimes. Finalement, ensuite, Shane reprend le dessus. Donc juste après le coup de pied bien placé, on a Foley qui revient parce qu'en fait, il avait été mis KO. Avec un énorme coup de chaise de la part de Vince au passage, qui revient, qui passe à tabac Vince McMahon. Ensuite on a la poubelle qui est placée dans le coin, on a le coast to coast de Shade sur Vince McMahon pour le tomber victorieux. Donc victoire de Shane O'Mac qui bat son père. C'était vraiment un excellent gros bordel. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, honnêtement, la meilleure manière de résumer ce match, c'est que c'était un énorme bordel. Je pense que vous vous en êtes rendu compte avec mon explication. Même moi, je me suis limite perdu dans mes explications. Ce match, c'était du grand bordel. J'ai vraiment bien aimé, j'ai été diverti, donc j'ai mis 8 sur 10. Donc c'est quand même une très bonne note. Surtout que c'est pas des catcheurs. Ensuite, le prochain match, c'est un match qui est très connu. Je vais pas rester longtemps dessus parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Honnêtement, je vous invite juste à aller voir ce match. Donc c'était un triple threat tag team match dans un TLC match pour les WWF Tag Team Championship. Donc on avait Edge et Christian face aux champions les Dudley Boys, face aux Hardy Boys. Donc ils ont appelé ça TLC 2 puisque l'année d'avant à WrestleMania 16 on avait déjà eu un TLC entre ces trois équipes. Donc le match a duré un tout petit peu moins de 16 minutes, donc c'est une bonne durée. J'aurais préféré qu'il dure plus vers les 20 minutes, mais bon, je vais pas non plus... ça c'est mon côté sadique qui ressort encore une fois. Écoutez, pour résumer ce match, c'est que c'est un véritable spot fest. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Il y a des spots de partout, dans le ring, hors du ring. On n'a pas une seconde de répit, un nombre incalculable de tables cassées, brisées. On a eu l'intervention de Lita, de Rhino, de Spike Dudley. Encore une fois, c'était un énorme bordel dans le ring. On a eu notamment le fameux spot que tout le monde a déjà vu au moins une fois. Le spear de Edge du haut de l'échelle sur Jeff Hardy qui était en suspens en accrochant les titres. Voilà, c'est un match qui est hyper connu. On a également eu la Swanton Bomb de Jeff du haut d'une échelle sur Rhino et Spike Dudley qui étaient sur une table. Je vais pas tout vous dire parce qu'il y a tellement eu de spots pendant ce match que si je devais tout lister, voilà, la vidéo va durer limite 1 heure. Enfin, j'abuse un peu, mais honnêtement, il y a vraiment énormément de spots pendant ce match et ça a été un véritable régal. Si jamais vous voulez inviter vos amis à regarder du catch, je vous invite à montrer ce match à vos potes. Peut-être que ça va les inciter à regarder. Parce qu'honnêtement, voilà, c'est du pur bonheur.
À noter également que ce match a été élu match de l'année par le magazine Pro Wrestling Illustrated, donc match de l'année en 2001. Moi j'ai mis 10 sur 10 honnêtement, parce que si je ne mets pas 5 stars à ce match, bah, je pourrais pas mettre 5 stars à un autre match, donc voilà. Et au passage j'allais presque oublier de vous dire qui a gagné, parce qu'honnêtement j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu de savoir qui a gagné ce match. Les 6 mecs, enfin même les 9 en comptant les intervenants de ce match, se sont tous mis sur la gueule, ça a été un véritable régal. Et au final, pour moi, les trois équipes sont victorieuses, on s'est régalé. Mais je vais quand même vous dire qui a gagné, victoire de Edge et Christian, au passage qui ont été aidés par Rhino. Donc voilà, j'ai mis 10 sur 10. Bravo les mecs, vous nous avez régalé. On enchaîne, et au passage, on a encore eu un changement de titre, encore un. Le prochain match, là c'est vraiment du tout au tout. Et désolé, je sais que ça va peut-être faire chier certains, mais j'ai été obligé de noter ce match. C'est pas comme un cash de Money in the Bank ou autre, ce match était prévu dans la carte, je suis obligé de le noter. Ça me fait chier, moi le premier, mais je suis obligé. Donc c'était une gimmick Battle Royale. Pour moi c'est le pire match de la soirée, de toute façon il n'y a pas vraiment de surprise. Donc c'était une bataille royale avec des gimmicks un peu spéciales au final. Le match, bon déjà, le match a duré 3 minutes, donc déjà vous devez vous douter que j'ai pas mis une bonne note. Les participants, donc je vais pas tous vous les dire, je vais vous en citer quelques-uns. On a notamment eu Kamala, Michael Hayes, Earthquake, Brother Love. Match qui a été notamment commenté par Minjin Okerlund et Bobby the Brain Inan. D'ailleurs, gros soutien à Bobby the Brain Inan qui se bat avec un cancer depuis de nombreuses années. Et vraiment, voilà, c'est pas un mec que j'ai connu au final, c'est pas un mec que je connais en tant que fan. Enfin, je veux dire, je le connais, mais je veux dire, je l'ai pas vu, je l'ai pas vécu puisqu'il était pendant les années 80. Mais j'ai un énorme respect pour ce mec qui a pour si vous le savez pas, qui a un cancer depuis de nombreuses années, qui se bat contre le cancer. Et vraiment, j'ai un immense respect pour ce mec. Et vraiment, voilà. Je sais que ça doit pas être facile pour lui, pour sa famille, mais vraiment, bah respect à lui, quoi. Honnêtement, respect à lui. Bah écoutez, donc je vais vous dire le vainqueur. Bah, honnêtement, j'ai envie de vous dire, je pense que vous vous en foutez. Même moi, je m'en foutais. Donc en fait, à la fin, on a le Iron Chick qui élimine en dernier le High Billy Jim. Je le connais même pas ce mec. Donc voilà, victoire du Iron Chick qui d'ailleurs s'amuse pas mal à troller sur Twitter, note à part. Donc c'est un match que j'ai dû noter, je suis désolé, je suis obligé de noter cette daube. J'ai mis 1 sur 10 parce qu'il n'y a eu aucun divertissement, je me suis fait chier. C'était vraiment la pause pipi du pay-per-view, c'était ça donc le troisième point noir de quoi je vous parlais. Donc voilà, j'ai mis 1 sur 10 et on va pouvoir passer aux deux derniers matchs. Et donc l'avant-dernier match de la soirée, c'était un match entre l'Undertaker et Triple H dans un match simple. Alors, match simple, normalement, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors déjà, on va parler de la durée. Le match a duré 18 minutes, donc c'est forcément une très bonne durée. Triple H a eu l'entrée avec Motorhead, donc entrée très très cool de The Game. Donc alors, pourquoi je vous dis que c'était normalement un match simple? À la base, c'était un match sans stipulation, mais il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que donc l'arbitre a été mis KO par l'Undertaker, qui était frustré, je ne sais d'ailleurs plus pour quelle raison, et qui a donc fait une descente du coude sur l'arbitre, donc qui a été mis KO. Et donc à partir de ce moment-là, ce match est devenu un peu un street fight, puisque presque dans la foulée, Triple H et l'Undertaker sont partis dans le public, et donc ont commencé à se casser la gueule dans le public, et ensuite ils ont rejoint un petit peu là où il y avait donc la régie, donc ceux qui géraient le son, ceux qui géraient les images, les clips, enfin bref voilà. Et donc à côté de tout ce qui était le matos, il y avait des genres de plateformes surélevées pour que donc le public puisse voir les deux mecs se casser la gueule un petit peu en hauteur au final. Donc finalement de là on a eu quelques petits coups de chaise par-ci par-là donc en hauteur. On a également eu un chokeslam de l'Undertaker sur Triple H donc qui est retombé tombé à terre. Alors la première fois en fait on n'a pas vu la chute de Triple H. Et en fait ils n'auraient pas dû montrer le replay, parce qu'en fait ils ont montré le replay, et donc on a vu vraiment que Triple H est tombé sur un genre de matelas en fait, parce que le mec a rebondi quoi. Techniquement quand tu tombes d'environ 2 mètres, tu vas pas rebondir. Donc si tu rebondis en tombant, c'est que c'était un énorme matelas quoi. Donc
bien joué la régie là-dessus, par contre ils ont vraiment pas géré quoi. Donc voilà, ça a été vraiment très très mal fait je trouve. Ensuite je vais revenir donc à la fin, donc ensuite pendant tout ce temps là, ils sont revenus, donc attention parce que quand je dis que ils ont été dans le public tout ça, ça a facilement duré presque 10 minutes hein, le bordel. Hein. Ils reviennent sur le ring, l'arbitre était toujours KO. Ça j'ai trouvé pareil que c'était quand même très mal fait, enfin je veux dire, le mec se prend un coup de coude, enfin le mec se prend une descente du coude et KO pendant 10 minutes. Je veux dire, c'est pas comme si c'était pris un chokeslam ou un last ride ou un tombstone pile driver, donc j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement mal fait là-dessus, encore une fois. Donc finalement les deux reviennent sur le ring, donc l'arbitre est toujours KO. On a un tombstone pile driver de l'Undertaker, finalement l'arbitre est toujours KO. Donc finalement il essaie de réveiller l'arbitre, l'Undertaker. L'arbitre est toujours sonné. Donc du coup, Triple H étant toujours en très mauvaise position, on a l'Undertaker qui essaye d'enchaîner donc pour gagner le match et qui tente un last ride powerbomb. Finalement Triple H, en se faisant lever, prend le sledgehammer, met un énorme coup de sledgehammer dans la tête de l'Undertaker. Là on se dit c'est peut-être fini et finalement non, l'Undertaker se dégage. Finalement, presque dans la foulée, on a Triple H qui monte sur la deuxième corde dans le coin du ring en enchaînant en enchaînant des droites sur le Deadman. Finalement, il se fait choper en last ride pour la victoire de l'Undertaker sur un last ride powerbomb. Donc c'est vrai qu'encore une fois, c'est vrai que c'est rare que l'Undertaker ait gagné un match sur un last ride, donc au moins ça crédibilise la prise au final et ça c'est bien. À noter que donc la seule chose que j'ai noté, je trouve, c'est que l'Undertaker a vraiment été booké très très strong. Triple H s'est fait dominer pendant presque tout le match. La seule fois où il a réussi à revenir, c'est avec un coup de sledgehammer. Donc c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était pas très vraiment pas booké strong, Triple H, ça m'a surpris. Je pensais qu'il allait quand même réussir à plus tenir tête que ça au Deadman, et finalement bah pas du tout. Finalement j'ai trouvé que c'était vraiment un bon match, sachant que de base c'est un match simple, qu'on a quand même eu des coups de chaise et tout. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un match vraiment bien fun à voir. Donc j'ai mis 8 sur 10, 4 étoiles sur 5, donc c'est encore une fois une bonne note. Et enfin on arrive au main event de ce WrestleMania 17ème édition. Donc c'était pour le WWF Championship dans un no disqualification match. Apparemment cette stipulation a été annoncée juste avant le début du match parce que Jim Ross était étonné, donc je pense que de base ça devait être un match simple. Donc c'était entre le champion The Rock et Stone Cold Steve Austin, les deux stars de l'attitude era hein, tout simplement, les John Cena et Randy Orton de l'époque. Ne me frappez pas, j'ai osé comparer les comparer à eux, je suis désolé. Ne me frappez pas s'il vous plaît. Alors, au niveau de la durée, bah, c'était forcément une très bonne durée. Le match a duré 28 minutes, donc c'est une très très bonne durée. Hein. Là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Alors, à noter que j'ai noté deux jolis fails. Bon, ça n'a pas pénalisé la note, hein, c'était même drôle. On a Earl Hebner en fait, donc c'était l'arbitre, qui s'est cassé la gueule à cause des escaliers. Bon, ça m'a fait rire. Et on a également le Rock qui a cassé la table des commentateurs en s'appuyant dessus. Voilà, donc apparemment le Rock est très très lourd, apparemment, hein, puisque en s'appuyant sur une table, il arrive à la faire casser. Donc à noter que les deux ont fini en sang. Voilà, ça au moins c'est dit. Sachant que les deux ont fini en sang en se mettant tous les deux un coup de cloche. Donc ça c'était... voilà. A noter qu'il y a quand même eu énormément de finishers pendant ce match. Les deux ont tenté un sharpshooter, les deux n'ont pas abandonné. Les deux ont porté des Stone Cold Stunner. Les deux ont porté des Rock Bottom. Donc c'était quand même un... voilà, c'était quand même un finisher match, l'air de rien. A noter que le Rock a également porté le People Elbow. Et je confirme, est l'un des pires finishers of all time avec le zigzag. Je trouve ses prises de finition nulles à chier, je suis désolé. Hein. J'aime beaucoup le Rock, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais le People Elbow, ça ne passe toujours pas. Hein, je suis désolé, je trouve cette prise de finition nulle. Ce serait un coup, entre guillemets, dans son arsenal de prise, je veux bien. Mais que ce soit un de ses finishers, je suis désolé, ça passe toujours pas, hein, désolé. Note à part, forcément ce match, donc c'est... comme vous avez pu le remarquer, ça a encore été, encore une fois, un énorme bordel. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'était logique, il fallait s'y attendre entre les deux.
Forcément ce match est extrêmement connu par rapport au fait que c'est là où Vince McMahon s'est allié avec Steve Austin. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque à la fin du match on a Vince McMahon en fait qui a clairement retourné sa veste et qui était à 3000% pour Stone Cold et qui n'hésitait pas à dégager l'arbitre quand le Rock reprenait le dessus, ou qui aidait Stone Cold en lui donnant les chaises et tout le bordel. Donc c'était très surprenant de voir les deux pires ennemis du monde se mettre ensemble. C'était vraiment voilà, à l'époque ça devait vraiment être choquant. Donc en fait à la fin du match on a Stone Cold qui a vraiment pris le dessus sur le Rock. Et finalement, le Rock se dégageait de tout. Il nous faisait vraiment une John Cena, il nous faisait une Roman Reigns. Le mec se prenait tout, il arrivait à se dégager de tout. Donc on voyait que Vince McMahon commençait à en avoir ras-le-bol, Stone Cold aussi. Et finalement, la fin du match est assez drôle, puisqu'en fait, Stone Cold, il en a eu ras-le-bol. Il s'est dit, bon, toi tu me fais chier, tu te relèves de tout. Bon, bah du coup, il est arrivé, il a pris une chaise, et alors là, il s'est défoulé. Il a dû mettre une quinzaine de coups de chaise, le mec, avec les coups de tranche, dans le bras, dans le dos, dans la tête, tout partout. Et finalement, il retente le tomber. Et ce coup-ci, le Rock n'arrive pas à se dégager. Donc, nouveau WWF Champion, Stone Cold Steve Austin, qui à la fin du match trinque et boit une bière avec Vince McMahon. Scène totalement surréaliste à l'époque. Et oui, donc Stone Cold retourne sa veste et s'allie entre guillemets avec le diable. Donc c'est vrai que c'était quand même un moment qui à l'époque devait être vraiment très 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 étonnant. Moi en tout cas à mon avis c'est que c'est un match que j'ai vraiment apprécié. C'était un gros bordel encore une fois. J'ai pas noté le niveau technique du match parce que bah il n'y avait pas à noter le niveau technique. C'était un no disqualification match. À noter quand même que Earl Hebner m'a un peu saoulé parce que à chaque fois que l'un des deux ramenait une arme, il était là non non utilisez pas l'arme. J'ai pas compris en fait. J'ai pas compris parce que c'est un match sans disqualification, donc en fait, bah voilà, c'est un match sans disqualification, les armes sont autorisées, donc pourquoi tu nous casses les couilles? Ça j'ai pas compris par contre, ça c'est vrai que j'ai pas compris, et c'est vrai que Earl Hebner m'a bien cassé les couilles pendant ce match au final. Note à part, voilà, c'était vraiment un bon bordel, j'ai vraiment bien kiffé ce main event, donc j'ai mis 8,5 sur 10, c'était vraiment un match très très cool à voir. C'est vrai qu'honnêtement, Rock Stone Cold, c'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du catch, peut-être la plus grande. C'est vrai que c'est une rivalité qui est mondialement connue. Hein. Tous les fans connaissent cette époque, que vous ayez commencé à regarder le catch il y a moins d'un an ou que vous connaissez le catch depuis plus de 20 ans. C'est l'une des rivalités les plus connues. Mais c'est vrai qu'honnêtement, et je vais peut-être me faire taper en disant ça, c'est vrai que techniquement les deux c'était pas ouf. Et ça prouve que déjà à l'époque, c'était pas forcément les mecs les plus techniques qui étaient main eventers au final. Parce que le Rock et Stone Cold c'est pas des grands techniciens. Ils ont jamais été de grands techniciens. C'était surtout des brawlers au final. Il y avait beaucoup de finishers dans leur match, beaucoup de drama, tout ça. C'est vrai que voilà, ils n'étaient pas réputés pour être très techniques, mais à l'époque ça marchait. Donc c'est vrai que voilà. Ne me frappez pas pour avoir dit ça, mais c'est juste mon avis. Voilà. Bah écoutez, en faisant l'addition de toutes les notes de tous les matchs, donc au final il y a eu 11 matchs pour ce WrestleMania, j'arrive à la moyenne de 6,6 sur 10. Donc alors la moyenne honnêtement ne reflète pas mon avis global sur le pay-per-view. C'est vrai qu'honnêtement c'est à cause des 3 matchs que je vous ai cités, donc le 6-man tag team match, le match Women's et la gimmick Battle Royale. C'est à cause de ces 3 notes que la moyenne finale baisse vraiment beaucoup. C'est dommage hein, parce que honnêtement vous enlevez ces 3 matchs, les 8 autres matchs sont soit corrects, soit bons, soit même très bons. Donc au final c'est vrai que c'est un WrestleMania que j'ai vraiment apprécié. Les meilleurs matchs de la soirée, bah, c'est le Stone Cold Rock, Taker Triple H, le TLC match, le Street Fight, le Angle Benoit pareil, très très bon. Donc voilà, on a vraiment 5 matchs pour moi qui sont vraiment très bons. Ensuite on a d'autres matchs qui sont vraiment bien. Donc c'est vrai que c'est vraiment un excellent WrestleMania. Si je devais donner une note comme ça, entre guillemets globale sans prendre en compte les notes que j'ai pu mettre, ma note irait plus facilement du côté des 8, 8,5 quoi sur 10. Et sur un show de 4 heures honnêtement, on a seulement 3 matchs sur 11 qui sont pas bons. Bah honnêtement, voilà c'est très très solide. Et est-ce que c'est
le meilleur WrestleMania de l'histoire, parce que c'est vrai que pour beaucoup de connaisseurs, c'est peut-être le meilleur WrestleMania of all time. Il y en a même qui disent que c'est le meilleur show de catch de l'histoire, carrément. Bah, vous connaîtrez mon avis dans une vidéo qui sortira plus tard, puisque c'est aussi pour ça que j'ai fait en fait la review de WrestleMania 17. Je vais faire mon top 10 de, selon moi, les meilleurs WrestleMania de tous les temps. Bien évidemment, ce n'est que mon avis, et la vidéo sortira d'ici 2 semaines maximum. Voilà, ça c'est du teasing de ouf, attention, oh là 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 là, l'Anacondavis nous fait du teasing, ouh là là. Mais voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view qui a été vraiment bien kiffant à revoir, je ne l'avais pas revu depuis très longtemps, et vraiment j'ai pris mon pied. Donc voilà, quel est le match que vous avez le plus aimé, le match que vous avez le moins aimé, voilà, s'il y en a qui suivaient déjà le catch à l'époque, comment vous avez vécu le fait que Stone Cold retourne sa veste et s'associe avec son pire ennemi. C'est vrai que c'est voilà, c'est quand même hallucinant de voir ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, salut.